Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial, édition spéciale qui reçoit Madame le ministre en charge des Affaires sociales et des droits de la famille, Madame Priska Coolland, qui est sur notre plateau. Mais avant, notez-le, l'égalité des femmes et des hommes est un principe fondamental de la démocratie et elle représente un élément de la reconnaissance de la légitimité de l'identité féminine dans la vie publique. L'égalité entre les hommes et les femmes suppose que les deux sexes disposent des mêmes chances de développer leurs ressources dans tous les secteurs de la vie active, politique, familiale et même culturelle. Les droits fondamentaux de la femme sont donc une partie inaliénable, intégrale et indivisible des droits universels de la personne. Alors, comment expliquer qu'en 2020, au Gabon, les femmes essuient encore des violences de toutes sortes assimilables à des discriminations? Poser la problématique de l'égalité femmes-hommes au Gabon a sonné comme une urgence pour la première dame de ce pays, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui, après un travail de fond, avec ses équipes et des experts, a réussi à sortir 33 recommandations contenues dans une stratégie remise au chef de l'État. C'était, souvenez-vous, le 30 septembre 2020. En quoi cette stratégie, finalement, va-t-elle participer à asseoir cette égalité femmes-hommes appelée de tous leurs voeux par les femmes gabonaises? Priska Coolland, ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, nous répond dans un petit moment. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Nous parlons de cette inégalité homme-femme, ou plutôt égalité homme-femme. Quelle lecture, Madame le ministre, faites-vous des inégalités femmes-hommes au Gabon d'entrée de jeu? Alors, déjà, merci de me recevoir sur votre plateau une fois de plus. La lecture que je peux faire de cette question, que je considère comme une question universelle, parce qu'elle ne concerne pas que le Gabon, notre pays, et qu'effectivement, en dépit des efforts engagés par plusieurs gouvernants, notamment le nôtre, en la personne de son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, des inégalités subsistent et c'est pour cette raison qu'un travail fourni, fouillé, a été fait, impulsé par la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à qui nous rendons une fois de plus un hommage mérité pour ce travail qui permet de nous donner une idée concrète sur les inégalités qui sont relevées, permettant aux femmes de pouvoir avoir des indicateurs sur ce qui est fait en matière de promotion des droits de la femme. Ce rapport, Madame le ministre de la Famille, révèle qu'il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes au Gabon. Oui, ce rapport nous le dit. Et pourtant, on sait, le Gabon est réputé pour être un des pays où les jeunes filles vont à l'école, au même titre que les garçons, y compris même pour les incorporations dans l'armée, dans les administrations. Alors comment expliquer cette persistance, la persistance justement de ces inégalités? Les inégalités, j'ai envie de dire qu'elles ont la peau dure. En dépit de tout le corpus juridique, l'adhésion au Gabon aux instruments internationaux en matière de promotion des droits de la femme, il existe effectivement cette persistance. Je prends le cas naturellement de la jeune fille, puisque vous avez indiqué, notre constitution gabonaise consacre l'égalité des sexes, donc accès à l'éducation à la fois pour les filles, à la fois pour les hommes. Mais comment expliquer? Eh bien, il y a des facteurs naturels déjà tels que la grossesse. Une jeune fille, voulais-je dire, enceinte, et qui ne peut pas poursuivre ses études parce que absence d'accompagnement pour lui permettre de comprendre qu'une fois qu'elle est jeune maman, elle a la possibilité de repartir, refaire ses études et qui met par exemple en exergue la difficulté à voir cet enfant, comment il est suivi par ailleurs, font déjà tous ces éléments font déjà de cette femme une victime de cette inégalité parce que accéder à tout ce qui est mis en place en termes de promotion au niveau professionnel, si nous n'avons pas le cursus adapté, eh ben, il est possible évidemment que nous soyons laissés de côté puisque nous n'aurons pas eu, cette jeune fille n'aura pas eu la formation adéquate. D'accord. Quels sont, Madame le ministre, les domaines dans lesquels ces inégalités sont visibles? On le sait. Vous avez déjà évoqué les grossesses précoces, qui sont un des facteurs de persistance justement de ces inégalités. Vous avez également évoqué la rémunération à diplôme égal. Souvent, les salaires ne correspondent pas. Il y a tous ces phénomènes, mais quels sont aujourd'hui, par rapport à cette stratégie, ou plutôt grâce à cette stratégie, les secteurs qui sont visibles et dans lesquels ces inégalités sont perceptibles?
Nous l'avons déjà indiqué tout à l'heure dans le cadre de l'exemple pris à l'entame de mon propos, notamment concernant la jeune fille, la jeune fille qui ne peut pas poursuivre ses études une fois qu'elle a été engrossée. Effectivement, les grossesses précoces sont un facteur déterminant des inégalités, puisque pour beaucoup de jeunes filles, il y a un décrochage scolaire à ce niveau-là, une fois qu'elles sont jeunes mamans. En dehors de ce secteur, on peut également parler du secteur professionnel qui, en réalité, est impliqué par le fait que dès le départ, nous n'avons pas la formation adéquate qui nous permet justement de pouvoir accéder à ces fonctions. Autrement dit, en dépit de la loi des quotas permettant aux femmes d'accéder à des fonctions, des hautes fonctions de l'État, si nous n'avons pas l'instruction adéquate, on ne peut pas y aller. Cependant, il y a également d'autres secteurs. Je n'ai parlé que de celles qui accèdent à des fonctions hautes de l'administration, mais la femme rurale, elle aussi, elle est concernée par ces problématiques de la promotion des droits de la femme. La capacité à les cultiver et ne pas pouvoir écouler ses produits comme il se doit, etc., participe à ces entraves, à permettre à ces femmes d'être des acteurs majeurs au développement de notre pays. D'accord, sauf que le rapport qui a été remis au chef de l'État est clair, hein, avec des chiffres qui parlent. Quels mécanismes, finalement, Madame le ministre, seront mis en place pour essayer de réduire ces inégalités hommes-femmes au Gabon? C'est tout l'intérêt, en fait, de ce document qui a été mis à la disposition du chef de l'État par la première dame elle-même. Ce document de stratégie permet d'indiquer un petit peu le chemin que nous devons prendre, ce chemin qui nous permet de mettre en exergue toutes les difficultés rencontrées pour que la femme entre en plein dans l'épanouissement ou l'appropriation de ses droits prônés déjà par le chef de l'État et matérialisés par la décennie de la femme qu'il a proclamée en 2015 à Makoko, en Ogooué-Vindo. C'est important de rappeler que si on met en place un corpus juridique qui permet aux femmes de pouvoir accéder à tout ce qu'il faut, si elles-mêmes elles ne s'approprient pas tous les éléments qui ont été mis, tout le dispositif gouvernemental, étatique qui est mis à sa disposition pour pouvoir accéder à ses responsabilités ou à son épanouissement, ça pose un problème. En fait, ça implique tout de suite l'engagement de tous. Il y a le gouvernement d'une part, mais également les femmes elles-mêmes, parce que, comme je l'ai indiqué au début de mon propos, le Gabon a adhéré à tous les instruments internationaux en matière de lutte en faveur des droits de la femme. D'accord. Quelle sera finalement, ou plutôt réellement, la valeur de ce document à l'heure où nous traversons la décennie de la femme? Alors, il y a une nécessité de communication permanente et je pense qu'en termes de feuille de route, la communication et la sensibilisation participent. Je ne peux pas dire qu'elle n'a jamais existé, la communication. Elle existe parce qu'au-delà du gouvernement, il y a la société civile qui organise des séminaires permettant aux femmes de s'approprier leurs droits, de les connaître. Et cette activité de la société civile permet justement d'amener les femmes à prendre connaissance de tout le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement et même de l'action menée par les partenaires au développement, parce que c'est également aussi eux qui permettent aux femmes de pouvoir connaître leurs droits, tout ce qui a déjà été mis en place par le gouvernement. Et il revient justement à ces femmes, et c'est pour ça que nous insistons sur le fait que se former, s'informer sont des actions majeures. La femme ne peut pas être spectatrice du développement de sa propre vie. Elle doit être partie prenante entièrement de ce qui se passe et c'est en ce sens qu'elles sont interpellées à connaître tout ce qui se passe, à demander, à se renseigner, aller auprès des associations, aller auprès du gouvernement, dont le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme notamment, ainsi que d'autres départements ministériels, parce que je voudrais dire que cette question des inégalités est un phénomène transversal qui ne concerne pas que les affaires sociales, mais d'autres secteurs. Nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation, mais la santé également est concernée, la justice
justice également est concernée, le travail est concerné. Donc tous ces départements montrent à suffisance que la problématique des inégalités est un phénomène transversal et, je l'avais dit plus tôt, universel. D'accord. Concrètement, en 2020, il y a 3 ans pour cette stratégie, pour qu'elle soit mise en place, 3 ans pour la mise en œuvre de celle-ci, mais avant les 3 années, pendant les 3 années, qu'est-ce qui va être fait concrètement par votre ministère ? Eh bien, déjà, c'est le chef du gouvernement qui va mener cette politique en marche. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, qui d'ailleurs vient à point nommé au moment où cette stratégie voit le jour. Donc, cette politique, ce sont ces hautes instructions dans le cadre de la mise en œuvre donc, de ces recommandations émanant de ce travail combien pertinent qui a été fait par les cabinets Norton, Rose et Roland Berger, avec la contribution des experts nationaux. Ce document que Mme Rose Christiane Osuka devra mettre à la disposition des membres du gouvernement afin que nous puissions mener à bien cette politique, cette feuille de route qui nous a été communiquée par Madame la Première Dame du Gabon afin que nous aboutissions à l'une des réalisations qui serait justement l'Observatoire des inégalités, parce que ça fait partie des recommandations qui ont été faites dans ce document, et cet observatoire permettra de mesurer, de suivre et mesurer les avancées significatives qui ont été effectuées en matière de droits de la femme. Je rappelle que nous sommes à mi-parcours de la décennie de la femme. Et ces 5 ans après, il y a des choses qui ont été faites. Et nous avons tout à l'heure évoqué la question notamment de la loi des 30%, mais il y a également la révision du Code civil permettant aujourd'hui au conseil de famille de disparaître qui avait la tendance justement à défavoriser la veuve. On a le conseil successoral qui a vu le jour. Exactement. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que le Gabon n'est pas mauvais élève en matière de promotion des droits de la femme. Je rappelle également que cette promotion des droits de la femme, elle part depuis les indépendances en réalité. Et elle a été au-delà de l'initiative, au-delà de l'intention, il y a eu la volonté affichée. À côté de cette volonté affichée, il y a eu la matérialisation par la décennie de la femme décrétée par le chef de l'État. Donc le Gabon n'est pas mauvais élève en la matière, bien au contraire, il a déjà amorcé le cap de la réduction des inégalités. Si elle subsiste, c'est justement l'occasion, à partir de ce document important qui nous a été mis à disposition, et si elle subsiste, c'est pour que nous puissions justement éradiquer toutes ces inégalités-là, avec un travail suivi. Quand on parle de promotion des droits de la femme ou de réduction des inégalités sociales, on a tendance à mettre l'accent sur la femme vivant en ville. Quelle est la place finalement, Madame le ministre, de la femme qui vit dans l'arrière-pays, la femme rurale ? Vous savez que notre pays dispose des représentations dans chaque province, c'est-à-dire que le département ministériel, notamment dont j'ai la charge, a des entités décentralisées. Donc, si nous prenons possession de ce document, ce n'est pas pour que nous le gardions dans notre bureau. Des programmes de sensibilisation doivent être faits et nous savons aller vers les populations. Au niveau du ministère de l'économie, principalement du côté de la stratégie de la Direction générale des statistiques, les enquêtes sur la population sont faites de façon régulière. Les populations ne viennent pas jusqu'au ministère, c'est nous qui allons vers les populations. Et récemment, encore, vous avez vu, même si ça a été un petit peu compliqué, mais la Banque alimentaire, nous sommes allés vers elle. On n'a pas eu peur. Nous avons la responsabilité d'aller communiquer. C'est notre responsabilité. La responsabilité d'aller informer, c'est encore la nôtre. Après, nous avons la responsabilité de les encourager à prendre possession, à appréhender ces mesures-là, parce qu'elles sont faites pour elles. La question de l'autonomisation de la femme passe par l'implication de la femme rurale. Nous savons qu'elle joue un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté, bien entendu, parce que sécurité alimentaire, elles impliquent la sécurité alimentaire par leur travail. Et donc, en ce sens, elles ont forcément un rôle totalement prépondérant. Et je profite donc de ce plateau pour indiquer que jeudi prochain, nous célébrons la Journée internationale de la femme rurale. Et nous pensons qu'encourager notamment leurs activités socio-économiques participe à faire d'elles des acteurs majeurs au développement de notre pays. Donc elles ont toute leur place, elles sont concernées. Dans les femmes rurales, vous trouvez des veuves. Et si
une loi a été prise en faveur de la veuve et de l'orphelin, les femmes rurales en sont forcément concernées. Dans ces recommandations, vous trouverez également une mesure phare par rapport aux violences faites aux femmes, avec la mise en place d'un centre d'accueil qui recevra les femmes, et ça fait partie des mesures, des recommandations qui ont été faites dans ce rapport. Et si nous devons recevoir des femmes, il ne s'agira pas que la citadine. En termes de violences faites aux femmes, il s'agit de la femme rurale, il s'agit de la femme venant de n'importe quel horizon, en réalité, de la gabonaise et de la non-gabonaise résidant au Gabon. Comment on va faire au niveau de ce centre d'accueil? Il sera basé où? À Libreville. Il accueillera les Gabonaises d'adoption et d'origine, vous l'avez dit, mais dans quel rythme? Pour quelle violence? Comment ça va se passer? Alors déjà, il faut relever une chose extrêmement importante. C'est un centre d'accueil, ce n'est pas un centre d'habitation, c'est un centre de transit. Donc ça veut dire qu'une politique sera mise en place pour permettre à ce centre-là de pouvoir fonctionner et accueillir au fur et à mesure. Ensuite, dans les recommandations qui ont été faites par ce document stratégique, il concerne la mise en place d'une phase pilote. Et cette phase pilote permettra de voir ce qui est fait, ce qui est bon, ce que l'on doit retenir et pourquoi pas apporter les mesures correctives au cas où nous serons confrontés à une situation qui ne serait pas convenable. Il s'agit également de mesurer l'impact des mesures qui seront mises en œuvre. Si nous mesurons ces mesures, il s'agira de savoir quel est l'impact auprès des femmes et combien de femmes auront bénéficié. Après la phase pilote, naturellement, il consistera évidemment pour le gouvernement d'implémenter l'ensemble des mesures sur l'ensemble du territoire. Mais pour bien faire, pour que cette stratégie soit suivie, pour que nous puissions avoir des indicateurs précis, il est naturellement impératif pour nous de commencer par cette phase pilote qui a été vivement recommandée par les experts qui nous ont mis à disposition ce document. D'accord. Sur la base de tous les efforts consentis, Madame la Ministre, par les plus hautes autorités, quelle doit être finalement la responsabilité de la femme pour s'affirmer et pourquoi pas briser la glace? Je pense que prioritairement, nous avons la responsabilité, nous, gouvernement, donc le ministère dont j'ai la charge, de procéder à la communication. Nous allons vulgariser ces stratégies de façon à ce que plusieurs femmes accèdent à toutes les mesures qui ont été prises et partant l'engagement du gouvernement face à ces mesures. Nous allons également organiser des séminaires pour permettre à ces femmes de s'informer sur ce qui est mis en place. On ne doit pas se lasser de faire. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les ONG travaillent dans ce pays. Elles sensibilisent depuis. Sauf que les résultats sont ce que nous connaissons. Les résultats sont ce qu'ils sont parce qu'on ne doit pas se lasser de... C'est pas parce qu'un enfant en allant à l'école présente des résultats négatifs que c'est pour autant qu'on lui demande de rester à la maison. On doit être déterminé à se dire de toutes les façons, coin et recoin du Gabon, il faut absolument, je prends notamment le cas de cette stratégie, il faut absolument que toutes les femmes en soient propriétaires, qu'elles en fassent leur propriété. C'est pour elles. C'est pour elle que la Première Dame a travaillé, c'est pour elle que la Première Dame a impliqué les experts nationaux, c'est pour nous que la Première Dame l'a fait, pour vous et moi également. Donc c'est notre responsabilité. Les médias doivent mettre du leur. Puisque nous participons à la communication, eh ben vous aussi, vous avez la possibilité de communiquer sur cette stratégie, mais vraiment de long en large, de façon à ce que, à chaque fois, les femmes, vous savez que la répétition est ce qui nous est recommandé. La stratégie nous aide à faire ci, la stratégie nous aide à faire ça. Madame le ministre, sommes-nous réalistes? Est-ce que nous pouvons arriver à réduire ces inégalités, sinon à parvenir à les éradiquer complètement? Ce que je peux inviter la conscience collective à retenir, c'est que ce document de stratégie n'est pas un document qui vient pour creuser un fossé entre les hommes et les femmes, pas du tout. C'est un document, bien au contraire, qui interpelle et qui appelle à la conscience collective pour un peu plus de justice. Si nous sommes d'accord que les droits universels font des hommes et des femmes des êtres égaux, que la Constitution de notre pays en fait autant, il est tout simplement juste que l'on puisse permettre aux femmes de bénéficier de tous leurs droits et de s'en prémunir. C'est totalement mon point de vue sur la question. Nous n'avons pas ici l'intention de faire de l'homme, par exemple, l'auteur des inégalités. Non, puisque même chez les femmes, on trouve celles qui deviennent des bourreaux d'autres femmes. Tout à fait. L'objectif n'est pas donc de créer un fossé dans le genre, mais c'est simplement de rappeler que là, ce document permet au gouvernement de faire son travail, celui de permettre
aux femmes d'avoir leurs droits qui sont pleinement en leur possession et surtout de se dire que ce que nous recherchons, c'est simplement un peu plus de justice. Pourquoi un peu plus de justice? Parce que la femme, comme l'homme, est à part entière acteur au développement de notre pays. Si nous croyons qu'elle est un acteur majeur dans le développement de notre pays, il est tout à fait normal, tout à fait indiqué qu'elle puisse voir ses droits totalement être appliqués comme elle l'entend. Ce qui est préconisé par la stratégie, est-ce qu'elle pourra être implémentée jusqu'à l'arrière-pays pour permettre à la femme gabonaise, non pas celle vivant à Libreville, mais à la femme gabonaise dans son ensemble de jouir pleinement de ses droits? Si je peux me permettre, c'est que ce document qui a été mis à notre disposition est un document, comme nous l'avons dit, un document fouillé, fourni, qui regroupe les 33 mesures. Ces 33 mesures, pour moi, apparaissent comme une boussole. Cette boussole qui permet de donner l'orientation que le gouvernement doit avoir pour permettre de parvenir à l'éradication ou à l'approche de l'éradication de ces inégalités qui persistent jusque-là. On l'a dit tantôt, les inégalités ont la peau dure, les violences ont la peau dure. Donc nous avons la responsabilité, nous, le gouvernement, de tout faire pour que ces recommandations qui sont contenues dans ce document puissent être appliquées, puissent être mises en œuvre, qu'elles soient mises en œuvre. Il n'y a pas de secret. La stratégie, c'est que nous avons un document entre les mains, un document qui nous donne le cap. Nous avons un délai de 3 ans pour mettre en œuvre ces documents, les recommandations qu'il contient. Nous avons également le fait que ces 33 mesures, elles sont transversales, ça nous le savons. La cohésion du groupe, donc du gouvernement, doit être de mise, puisque ce sont des problématiques qui sont transversales, nous l'avons également indiqué. Et aujourd'hui, pour nous, c'est véritablement de se battre pour que cette stratégie soit mise en œuvre comme il se doit. Elle participe, elle vient en complément du programme de la décennie de la femme qui a été déjà indiqué par le chef de l'État. Et nous pensons, en toute honnêteté, que ce document vient permettre d'ajouter à ce que nous avions déjà. Il a la particularité d'être plus pointu, plus précis, parce que c'est quand même des chiffres clés qui nous ont été donnés, qui nous permettent de dire, bon, si on est à 90% pour cette mesure, ramener plus bas le taux qui nous a été indiqué, qui parfois est alarmant. Comment peut-on amener des femmes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté de basculer au-dessus du seuil de la pauvreté? C'est ça, en fait, cette boussole-là que ce document-là vient de donner. Et nous ne pouvons pas y échapper parce que nous avons 3 ans, et vous l'avez rappelé si bien, nous sommes attendus au pied du mur. Ali Bongo Ondimba a parlé. Il a dit que désormais, tout le monde sera jugé à travers son action. La première dame du Gabon, avec ses équipes, ont abattu un travail de fond. Il y a que le gouvernement est désormais face à ses responsabilités. Donc, quel engagement spécifique le Gabon compte-t-il prendre pour lutter contre les inégalités hommes-femmes dans ce pays? Nous avons à la tête du gouvernement un Premier ministre déterminé. C'est important de le souligner, parce que je pense que le ton qu'elle a donné depuis sa prise de fonction, notamment par la réunion de cabinet, qui oblige que les ministres soient précis dans les engagements qu'ils prennent face aux populations, la prudence dans justement les annonces qui sont faites pour ne pas avoir justement à vous permettre de parler d'éléphants blancs ou autres, c'est uniquement parce que justement nous prenons le temps de nous assurer que les moyens sont mis à disposition pour que ces choses voient le jour. Et si elles doivent voir le jour, elles doivent nécessairement amener les populations à en être satisfaites. C'est important de le rappeler. Nous avons à la tête de ce gouvernement quelqu'un de déterminé qui répond aux très hautes instructions du chef de l'État. Et vous constaterez que je pense que le chef de l'État lui-même veut parvenir à tolérance zéro aux choses qui ne sont pas faites. L'intérêt pour nous, justement, est de tout faire pour que chaque jour, nous ayons la possibilité de pouvoir évaluer le travail qui a été fait à mi-parcours. Comme nous l'indiquions tout à l'heure, nous sommes à 5 ans de la décennie de la femme, à 5 ans. Dans 5 ans, nous arrivons au terme et nous avons 3 ans pour que ces mesures soient mises en œuvre.
nous savons que c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de se donner les moyens, aussi bien financiers, aussi bien en termes de ressources, des personnes capables de pouvoir mener à bien ces recommandations qui ont été transmises par la Première Dame au chef de l'État. D'accord. Madame le ministre, je vous dis merci d'être passée sur le plateau de Gabon 24 pour nous édifier sur la stratégie de réduction des inégalités et engagement du Gabon, stratégie concoctée par la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, remise au chef de l'État, souvenez-vous, c'était le 30 septembre dernier, une stratégie qui contient 33 recommandations pour permettre au gouvernement d'aller véritablement au fond des choses. Madame le ministre, merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Mesdames, prenez pleinement la mesure de ce que vous avez des droits et que vous devez vous les approprier. On se retrouve très prochainement avec un autre membre du gouvernement pour parler encore une fois des points essentiels de cette stratégie de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, de la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.